Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous continuons sur le thème de géographie, les sociétés face aux risques. Et après avoir expliqué les différents types de risques, nous allons aujourd'hui nous pencher plus précisément sur la notion de vulnérabilité, en étudiant l'inégale vulnérabilité des sociétés face aux risques. Commençons par la définition de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la susceptibilité d'un individu, d'une communauté ou d'un écosystème à subir des dommages en raison de risques naturels ou anthropiques, c'est-à-dire des risques liés aux activités humaines. Certains sont plus exposés à cause de leur situation géographique, socio-économique, de leur préparation. Les dommages peuvent être physiques, économiques, sociaux ou environnementaux. Par exemple, une inondation peut détruire des maisons, ce qui est un dommage matériel, affecter la santé des habitants, ce qui est un dommage social, ou nuire aux habitats naturels, ce qui est un dommage environnemental. Cette définition de la vulnérabilité est essentielle pour comprendre comment et pourquoi certaines populations ou écosystèmes sont plus à risque face à des menaces environnementales. Tout d'abord, il existe un lien important entre la densité de population et la vulnérabilité face aux risques. Plus une zone est peuplée, plus elle est susceptible d'être touchée par des risques, car elle concentre des personnes et des infrastructures. En cas de catastrophe, comme un tremblement de terre ou une inondation, les conséquences peuvent être plus graves parce que les impacts se concentrent sur une plus grande population. Sur cette carte, on voit en rouge les principaux foyers de peuplement du monde. Un foyer de peuplement, c'est une zone où la densité de population est particulièrement élevée. L'Asie de l'Est, qui comprend les pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, est le foyer de peuplement le plus peuplé du monde. Suit celui d'Asie du Sud, avec l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, puis l'Europe, qui est une autre zone densément peuplée avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Les foyers secondaires sont l'Asie du Sud-Est avec l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie, la côte est des États-Unis et des provinces canadiennes telles que le Québec, avec des villes comme New York et Toronto, le sud-est du Brésil, qui inclut des villes comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro, le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, qui englobe des pays comme le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, et la vallée du Nil en Égypte. Un problème critique dans ces zones très peuplées est la surexploitation des ressources naturelles, en particulier l'eau et l'énergie. En effet, une forte densité de population entraîne une demande accrue de ressources essentielles. Plus il y a de personnes vivant dans une région, plus il faut de ressources pour répondre à leurs besoins quotidiens. La surexploitation se produit lorsque les ressources sont utilisées à un rythme supérieur à leur capacité de renouvellement. Dans les zones densément peuplées, la demande en eau pour la consommation domestique, l'agriculture et l'industrie peut dépasser la quantité d'eau disponible, entraînant alors une surexploitation des nappes phréatiques et des sources d'eau. Cela peut conduire à une diminution de la qualité de l'eau et à des conflits liés à l'accès de cette ressource. Nous en parlerons dans une leçon ultérieure. Il en est de même pour la consommation d'énergie, qui augmente également avec la population. La dépendance à des sources d'énergie non renouvelables peut épuiser ces ressources et contribuer à des pénuries. Lorsque les ressources sont surexploitées, les risques de pénurie augmentent. Une pénurie, c'est une situation de manque, où la demande pour une ressource dépasse l'offre disponible. Les pénuries peuvent avoir de graves conséquences, notamment des coupures d'eau, des hausses de prix, des conflits entre les utilisateurs et des impacts sur la santé publique. À plus grande échelle, les pénuries de ressources peuvent entraîner des migrations, des tensions sociales et des problèmes économiques.
Les zones urbaines, où la population est concentrée, nécessitent de nombreuses infrastructures pour fonctionner efficacement. Ces infrastructures comprennent les transports, c'est-à-dire les routes, les ponts, le métro, les systèmes d'assainissement, comme les égouts, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets, les réseaux électriques, qui sont vitaux pour le fonctionnement de la ville, avec l'éclairage, le chauffage, les entreprises et les services de santé. Lorsque surviennent des catastrophes naturelles, comme des inondations, des tremblements de terre ou des tempêtes, ces infrastructures peuvent être sévèrement touchées. Des routes et des ponts peuvent être détruits, des systèmes d'assainissement peuvent être submergés et les réseaux électriques peuvent être coupés, ce qui peut entraîner des coupures de services essentiels comme l'eau potable, l'électricité, les transports et affecter la sécurité et le bien-être des habitants. Par exemple, les populations peuvent avoir du mal à accéder aux services de santé, les catastrophes peuvent forcer les gens à évacuer leurs maisons, entraînant des déplacements massifs et des situations d'urgence humanitaire. Dans les zones où la population est concentrée, la quantité de déchets est importante. Ce sont surtout des déchets ménagers, avec des emballages, des déchets alimentaires, ainsi que des déchets industriels et commerciaux. La gestion des déchets devient un enjeu majeur dans les villes à forte densité de population. Les infrastructures de collecte doivent être suffisantes pour gérer le volume élevé des déchets. Cela comprend les camions de collecte, les centres de traitement et les installations de recyclage. Aussi, dans les zones urbaines denses, l'espace disponible pour le stockage et le traitement des déchets est souvent limité, ce qui en complique la gestion. Or, une mauvaise gestion des déchets peut avoir des conséquences graves sur la santé des populations, car lorsque les déchets ne sont pas collectés ou traités correctement, ils peuvent devenir des foyers de bactéries et de vermines avec des rats, des insectes, augmentant le risque de maladies transmissibles. Aussi, lorsqu'ils sont jetés dans les décharges à ciel ouvert ou dans les cours d'eau, ces déchets peuvent contaminer les sols et les sources d'eau. Cela peut entraîner des problèmes de santé liés à la consommation d'eau contaminée et à l'exposition des substances toxiques. De plus, la décomposition des déchets organiques peut produire des gaz nocifs et l'incinération des déchets peut libérer des polluants dans l'air, affectant la qualité de l'air et la santé respiratoire des habitants. Enfin, évacuer une zone densément peuplée en cas de catastrophe est souvent un défi. En effet, lorsqu'une évacuation est ordonnée, un grand nombre de véhicules essaient de quitter la zone simultanément, ce qui peut provoquer des embouteillages massifs sur les routes. Ces embouteillages rendent l'évacuation plus lente, augmentant le temps nécessaire pour évacuer tout le monde et potentiellement mettant des vies en danger. Aussi, comme dans les villes, les bâtiments sont proches les uns des autres, l'évacuation est compliquée, les rues étroites peuvent restreindre le passage et rendre difficile la circulation des services d'urgence. En cas de catastrophe, comme un tremblement de terre ou une explosion, les bâtiments peuvent s'effondrer et bloquer alors les routes, entravant les efforts d'évacuation. De plus, lors d'une situation de crise, la peur et la panique peuvent exacerber les problèmes d'évacuation. Les personnes peuvent agir de manière imprévisible. Les réseaux de communication peuvent être perturbés également, rendant l'information sur les itinéraires d'évacuation ou les refuges moins accessibles. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la densité de population rend l'évacuation encore plus difficile. Dans une seconde partie, nous allons voir que les caractéristiques des milieux jouent également sur l'inégale vulnérabilité face aux risques. Nous allons voir différents milieux particulièrement vulnérables. Le premier d'entre eux, ce sont les forêts équatoriales. La principale cause de leur vulnérabilité est la déforestation. Celle-ci est motivée par des activités humaines telles que l'agriculture intensive, l'exploitation forestière, l'urbanisation, etc. Dans de nombreuses régions, la recherche de profits à court terme pousse les gouvernements et les entreprises à couper les forêts sans tenir compte des conséquences à long terme.
Or, ces forêts équatoriales abritent une immense diversité d'espèces végétales et animales, et la déforestation entraîne la destruction des habitats, ce qui met en danger de nombreuses espèces et peut conduire à leur disparition. Aussi, les forêts jouent un rôle important dans le stockage du carbone. Lorsqu'elles sont coupées ou brûlées, le carbone stocké dans les arbres est libéré dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, de CO2, ce qui amplifie les effets du réchauffement climatique. Le second milieu que nous allons traiter ici, ce sont les zones côtières. Les principales causes de vulnérabilité sont l'élévation du niveau de la mer provoquée par la fonte des glaciers et des calottes polaires dues au réchauffement climatique, ainsi qu'à la dilatation thermique de l'eau. Les tempêtes, comme les ouragans et les typhons, qui sont de plus en plus fréquentes et intenses en raison du changement climatique, et l'urbanisation, qui entraîne une imperméabilisation des sols, réduisant leur capacité à absorber l'eau et augmentant le risque d'inondation. La première conséquence de cette vulnérabilité est l'érosion des côtes. L'érosion est un processus naturel d'usure de la surface de la Terre par les cours d'eau, les vagues, le vent et les glaciers, mais elle est exacerbée par l'activité humaine. En effet, l'élévation du niveau de la mer et les tempêtes augmentent la force des vagues, ce qui entraîne une usure accrue des plages et des falaises. Une autre conséquence est la salinisation des eaux douces, c'est-à-dire l'intrusion d'eau salée dans les sources d'eau douce, ce qui rend l'eau potable moins accessible et affecte l'agriculture en rendant les sols moins fertiles. Enfin, la perte d'habitat est également une conséquence de cette évolution des milieux côtiers. Les côtes abritent une grande variété d'écosystèmes, comme les marais, les mangroves et les récifs coralliens, qui sont fragiles et peuvent être perdus lors des tempêtes ou à cause de l'élévation du niveau des mers. Les zones froides sont également des milieux fragiles. La principale cause de vulnérabilité est le réchauffement climatique qui provoque la fonte des glaces et le dégel du permafrost, qui est une couche de sol qui reste gelée toute l'année. Ce dégel expose le sol et les matières organiques qui étaient auparavant emprisonnées dans la glace, et cela nous conduit à parler des conséquences de la vulnérabilité, à savoir tout d'abord la libération des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone et le méthane, qui étaient stockés dans le sol gelé. Aussi, le réchauffement des zones froides et la fonte des glaces affectent les écosystèmes locaux, entraînant la perte d'habitat pour de nombreuses espèces animales, comme les ours polaires que vous voyez sur la photo, mais aussi les phoques et les oiseaux migrateurs. Ces espèces dépendent de la glace pour la chasse, la reproduction et la migration, et leur déclin peut avoir des répercussions en cascade sur l'ensemble de l'écosystème. Enfin, les populations vivant dans les zones froides, en particulier les communautés autochtones, sont également touchées par le changement climatique, qui affecte leurs moyens de subsistance, leur culture et leur sécurité alimentaire, en rendant la chasse, la pêche et la collecte de ressources plus difficiles. Nous reviendrons dans la suite de la leçon sur l'exemple de l'Arctique. Le dernier milieu vulnérable que nous allons traiter ici est le milieu désertique et semi-aride. Là encore, la principale cause de la vulnérabilité est le changement climatique. Avec l'augmentation des températures, l'évaporation de l'eau augmente, ce qui réduit encore la disponibilité de l'eau, cette ressource vitale. Les périodes de sécheresse sont plus fréquentes et plus sévères. Dans ces régions où l'eau est une ressource déjà très limitée, l'irrigation pour l'agriculture, l'extraction d'eau pour les besoins urbains et industriels, ainsi que les pratiques non durables conduisent à une surexploitation qui aggrave la situation. Passons aux conséquences de la vulnérabilité. La première est la dégradation des terres, la surexploitation des sols et des ressources hydriques,
conduit à une perte de fertilité des terres, rendant l'agriculture moins viable. La seconde conséquence est l'accroissement de la désertification, qui est un processus par lequel des terres productives deviennent stériles. Enfin, les conflits pour les ressources en eau sont également une conséquence de cette vulnérabilité, car la pénurie d'eau exacerbe les tensions entre les pays. Nous allons à présent passer à la troisième partie de cette leçon sur l'exemple de l'Arctique. L'Arctique est un exemple de milieu fragile, particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. La chaîne alimentaire arctique repose souvent sur la glace de mer, qui sert d'habitat et de plateforme de chasse pour de nombreuses espèces. Or, cette glace fond car le réchauffement climatique a un impact disproportionné sur l'Arctique, avec une augmentation des températures qui peut atteindre jusqu'à 2 fois plus que la moyenne mondiale. Ce phénomène est principalement dû à un effet appelé feedback de la glace. Lorsque la glace fond, elle expose des surfaces plus sombres, comme l'océan ou la terre, qui absorbent plus de chaleur, entraînant un réchauffement supplémentaire. La réduction de la surface de glace a des répercussions graves sur l'écosystème arctique. Les ours polaires s'appuient sur la glace de mer pour chasser les phoques, leur principale source de nourriture. Donc la réduction de la glace entraîne un stress alimentaire pour les ours polaires, qui ont donc plus de difficultés à se reproduire et à survivre. Les phoques, eux, utilisent la glace pour se reproduire et élever leurs petits. Donc la diminution de la glace menace leur population et par conséquent l'ensemble de l'écosystème. Certaines espèces d'oiseaux s'appuient également sur les habitats de glace pour la nidification et la chasse. Les peuples autochtones de l'Arctique, tels que les Inuits, vivent en harmonie avec leur environnement depuis des générations. Leur mode de vie est profondément lié aux ressources naturelles de la région. Ils ont développé des savoirs et des pratiques culturelles qui leur permettent de vivre de manière durable dans un environnement difficile. Ils dépendent de la chasse, de la pêche et de la cueillette pour leur nutrition, ainsi que pour les matériaux nécessaires à la construction de leurs habitations, à la fabrication d'outils et de vêtements. Or, la fonte de la glace et la modification des écosystèmes perturbent les habitudes migratoires des animaux, rendant plus difficile la chasse et la pêche. Les changements dans la couverture de glace modifient également l'accessibilité de ces territoires de chasse et de pêche. Certaines zones deviennent inaccessibles en raison de la perte de glace, ce qui complique les pratiques traditionnelles de subsistance. La pression sur les ressources naturelles menace non seulement l'alimentation, mais également la transmission des savoirs ancestraux. Les jeunes générations peuvent se retrouver déconnectées de leurs traditions culturelles et de leurs moyens de subsistance, ce qui entraîne une perte d'identité culturelle. Les changements environnementaux forcent ces peuples à s'adapter, parfois de manière radicale, à de nouvelles réalités. Aujourd'hui, l'Arctique est devenu un centre d'intérêt majeur pour de nombreux pays et entreprises en raison de ses vastes ressources naturelles. Si l'Arctique attire tant de convoitises, c'est d'abord pour ses hydrocarbures. Une part importante des réserves mondiales non découvertes de pétrole et de gaz se trouve sous la mer Arctique. Les estimations varient, mais des études suggèrent qu'environ 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert à ce jour pourraient se trouver dans cette région. Aussi, l'Arctique possède des gisements importants de différents minerais, dont les terres rares, qui sont essentielles pour la fabrication de batteries et d'appareils électroniques. La demande mondiale croissante pour ces ressources stimule l'intérêt pour l'exploitation minière en Arctique. Enfin, les eaux arctiques abritent des stocks de poissons importants, notamment du cabillaud, du flétan et d'autres espèces maritimes. C'est ce que l'on appelle les ressources halieutiques.
Ainsi, la richesse des ressources naturelles de l'Arctique suscite des rivalités entre les États côtiers qui cherchent à revendiquer des droits d'exploitation et d'exploration. Ces rivalités peuvent engendrer des tensions géopolitiques, notamment en matière de délimitation des frontières maritimes. La fonte des glaces dans l'Arctique a aussi des implications pour le commerce mondial. Le réchauffement climatique entraîne une réduction de la couverture de glace de mer, ouvrant ainsi de nouvelles routes maritimes qui étaient auparavant impraticables. Les deux routes principales qui émergent sont la route maritime du Nord qui longe la côte russe et permet de relier l'Europe à l'Asie en passant par l'Arctique. Cette route peut réduire le temps de transport comparé aux voies maritimes traditionnelles comme le canal de Suez. L'autre route, c'est le passage du Nord-Ouest qui traverse l'archipel canadien. Bien qu'il soit encore moins accessible en raison des conditions climatiques, il pourrait devenir une option viable lors des étés plus chauds. L'utilisation de ces nouvelles routes maritimes pourrait entraîner une diminution des coûts de transport et des temps de livraison plus rapides. Bien que les nouvelles routes et opportunités économiques puissent sembler prometteuses, elles comportent des risques environnementaux très importants. L'augmentation du trafic maritime aura des impacts négatifs sur les écosystèmes fragiles de l'Arctique, avec la pollution, les déversements de pétrole et les perturbations de la faune marine. L'ouverture de ces routes maritimes pourrait également créer des tensions entre les pays revendiquant des droits sur ces eaux, notamment entre la Russie, le Canada et d'autres États riverains. Ainsi, le réchauffement climatique rend les ressources de l'Arctique plus accessibles, ce qui attire les convoitises et crée de nombreuses inquiétudes pour l'avenir. Pour terminer cette leçon, nous allons voir que le niveau de richesse a une forte influence sur la vulnérabilité. Les sociétés riches disposent de plus de ressources financières, ce qui leur permet d'investir dans des mesures visant à réduire leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et aux crises environnementales. Elles peuvent développer des infrastructures solides et résistantes aux catastrophes, comme des bâtiments conçus pour résister aux tremblements de terre, aux inondations ou aux ouragans. Ces sociétés riches sont en mesure de mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour détecter et prévenir les catastrophes comme les tsunamis, les inondations ou les tempêtes. Ces systèmes permettent d'informer rapidement la population, ce qui peut sauver des vies et réduire les dégâts matériels. Aussi, un niveau de richesse élevé permet de financer des systèmes de santé performants, capables de faire face aux conséquences des catastrophes. Les sociétés riches peuvent investir dans la recherche et le développement de stratégies de la gestion des risques, ainsi que dans la formation et l'éducation des populations sur la préparation aux catastrophes. Cela contribue à une meilleure anticipation des crises et à une réponse plus efficace. Voilà, j'espère que cette leçon sur l'inégale vulnérabilité face aux risques aura été claire et vous sera utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.